tous. On passe notre temps à mettre des masques dans la vie, que ce soit au travail, dans nos relations ou même parfois avec nous-mêmes. Mais qu'arrive-t-il quand on enlève tout ça? Alors, moi, je suis Jeannette, votre co-animatrice. Et je suis Yacine, votre seconde animatrice. Bienvenue dans Sans Masque, le lieu où les conversations sont authentiques. Alors, dans ce podcast, comme dans la vie en général, on aime le dire, on ne naît pas, on le devient. Et devenir peut-être parfois douloureux, on apprend, on désapprend, on partage, on grandit, tout ça en résumé. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous êtes nouveau, on vous invite à vous abonner si vous aimez les contenus qu'on fait. Vous pouvez nous soutenir en mettant des likes, en vous abonnant. Merci. Dans le numéro d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. Peu importe, que ce soit même les hommes ou les femmes. Ça nous touche tous parce que c'est un grand sujet. On va parler des femmes. Et c'est qu'une femme, en fait, c'est le socle de la société, ce sont nos mères. En fait, c'est le pilier de l'humanité, en fait, on va dire. Et pour ce faire, en fait, on a une invitée spéciale aujourd'hui. Donc, une femme de grand vécu, une femme de sagesse, une femme forte, une femme battante. En fait, c'est notre maman. Azeta Ouedraogo. On va la laisser se présenter et puis bon, après, on va introduire un peu le sujet. Maman, je vais la parole. Merci Yacine, merci Jeannette. C'est un grand plaisir pour moi de partager cet espace avec vous. Donc, comme vous l'avez dit, parlons d'un sujet d'importance, mais avant d'y arriver, c'est Azeta Ouedraogo, effectivement, des Dinga. Je suis entrepreneur, je suis coach, conférencière et auteur. Vous êtes maman aussi de 4 enfants, donc il y a beaucoup de chapeaux en fait qu'elle porte. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un apprentissage aussi pour nous, qu'on va faire aujourd'hui une transmission, si on veut bien le dire. Donc on parlait justement de ces sujets des femmes, un peu plus de, tu sais, nous en tant que jeunes filles, ou je vais parler pour moi, moi en tant que jeune fille, je pense que souvent c'est un peu difficile, tu sais, tu nais, souvent l'adolescence et même la vingtaine par exemple, pour moi personnellement c'est difficile, c'est une période où tu en manques de repères, tu te cherches, tu sais pas qui t'es, et puis tu sais, tu as différents messages en fait que la société renvoie, tu as d'autres pressions aussi, tu sais, tu as la religion, tu as la modernité aussi, donc tout est un peu confus. Dans nos têtes, et puis tu connais pas souvent ta place. Souvent, tu as l'impression soit d'être trop ou d'être pas assez. J'ai l'impression qu'on est dans ces deux choses, en fait. Tu es comme soit trop, soit pas assez, tu sais, tu dois souvent te bouger, tout ça. Donc, maman, est-ce que c'est un sentiment que vous avez ressenti en grandissant? Je peux dire oui ou non, oui et non à la fois, mais en même temps, je comprends ce sentiment qui est tout à fait légitime. Je dirais même que c'est logique, parce qu'il faut savoir que de toute façon, dans la vie, il y a des étapes. C'est pour ça que généralement, on dirait que c'est à partir de 40 ans qu'on atteint l'âge de la sagesse. Ce qui suppose que avant, c'est sûr, on va être conditionné, nous allons être façonnés par différents vecteurs, par l'environnement, par l'éducation qu'on reçoit, par la famille, par les enseignants, par les religieux, comme vous dites. C'est sûr qu'on est mix de tout ça, mais au milieu de tout ça, on peut avoir une personnalité qui s'affirme plus ou moins tôt selon les individus. Vous avez des gens qui ont la chance très tôt de savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent aller. Et d'autres personnes, ça va être aussi avec le temps, avec les expériences, avec le vécu, que progressivement la personnalité va s'affirmer. Moi, je pense que jusqu'à 20 ans, si on pense qu'on n'est pas encore très stable, qu'on ne sait pas ce qu'on veut réellement, pour moi, ce n'est pas trop grave. C'est peut-être le moment où il faut tout intégrer, c'est le moment où il faut consommer, c'est le moment où il faut prendre vraiment le maximum. Il faut prendre le plus, mais c'est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, le temps vient de s'asseoir, de regarder dans tout ça, de faire le tri et puis de mettre de côté ce qui nous arrange pas.
pour pouvoir continuer plus allègrement avec ce qui fait notre bonheur. Voilà, c'est comme ça que moi je le sens. Moi, ce que vous dites, ça me parle fortement parce que je trouve que, mais je comprends ce que vous dites, mais en même temps, je me dis, est-ce que chez nous en Afrique, est-ce que souvent on a des repères? Par exemple, vous, en vous écoutant, on peut voir que vous portez beaucoup de chapeaux, même beaucoup de responsabilités. Et j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas. En fait, c'est un peu comme un rêve dans la tête de beaucoup. Et souvent, c'est difficile même de matérialiser que un jour, tu peux vraiment réussir ou arriver à ce point-là. C'est vrai que, comme vous l'avez dit aussi, en grandissant, il y en a qui vont avoir cette chance-là de se connaître plus tôt, de s'affirmer plus tôt. Mais pour quelqu'un qui, par exemple, ne le sait même pas. Parce que j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de femmes ou de filles chez nous en Afrique vont grandir ou même finir toute leur vie sans jamais même explorer ce côté qui est de construction, de réalisation vers ton plein potentiel. On n'a pas de mentor. Donc, pour une jeune fille, par exemple, qui écoute, est-ce qu'il y a des questionnements que vous direz, ou des points marquants, ou des tournures au moment de à certaines phases de vie que vous pouvez conseiller à ces filles-là de... Bon, je voudrais, avant d'arriver à ça, dire que souvent on est tous responsables. Et je pense que nous portons une responsabilité collective en tant que parents, en tant que société, en tant qu'éducateur. Parce qu'il faut savoir que l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi sont des éléments qui se construisent même, qui dépendent aussi de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on... Et c'est là où, en tant que mère, je voudrais profiter, en tant que parent, je devrais dire, interpeller les parents, interpeller les éducateurs que nous sommes, pour que nous fassions attention. Parce qu'un enfant qui grandit dans un environnement où on apprend à le valoriser va se sentir en confiance. Un enfant qui n'a pas grandi dans un environnement où on lui fait confiance, où on croit en son potentiel, ne verra pas la vie de la même manière qu'un enfant à qui on va dire tu ne vaux rien, tu es incapable, tu ne peux pas. Donc, je voudrais profiter de votre tribune-là pour faire comprendre aux éducateurs de tous bords que les mots ont un pouvoir. C'est pas que des sons qui sortent. Les mots, on pourrait dire que la parole, c'est un couteau à double tranchant. On peut construire quelqu'un avec des mots positifs, mais de la même manière, on peut détruire la vie d'une personne avec nos mots. Et dans ce que vous dites, j'entends très bien. Je pense que la société a une part de responsabilité. Les parents ont une part de responsabilité. Moi, c'est quelque chose que je n'ai peut-être pas connu parce que j'aime dire que je suis venu dans une famille, c'est vrai, je pourrais dire une moyenne famille parce que j'ai quand même 11 frères et sœurs ou 10 et je suis l'aîné. Mais j'ai grandi dans une famille où étant peut-être la première ayant été attendu aussi dans un contexte où tout de suite après le mariage, on atteint un enfant et qu'il a fallu quand même quelques années pour que j'arrive. J'étais déjà désiré, je suis arrivé, j'ai été choyé. J'ai vécu, c'est vrai, dans un environnement modeste, mais où très tôt, on m'a fait confiance. Euh, Donc vraiment, j'ai grandi sans tabou. J'ai grandi, c'est vrai, il y a eu des influences, mais je ne sais pas. J'ai eu cette chance-là, très tôt, d'assumer vraiment l'entière responsabilité de ma vie, de savoir ce que je veux et de ne pas me laisser tenter par des modèles qui ne me correspondaient pas. Et je dis merci à papa et à maman parce que je pense que c'est peut-être à travers l'éducation qu'ils m'ont donnée, à travers leurs attitudes, ils ont fait de moi vraiment une femme. J'ai toujours eu confiance en moi et vraiment rarement
euh, j'ai voulu emprunter, être quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que dans un monde où tout le monde s'attend à ce que vous soyez quelqu'un d'autre, je crois qu'il est important que vous sachiez qui vous êtes, que vous ayez un fil conducteur et que vous ayez un objectif, un but dans la vie. Voilà. Sinon, si on veut se soumettre à tout le monde, ben, on va être perdu. Et finalement, on ne va contenter personne. Et cela me permet de dire qu'il y a une règle qu'on appelle la règle de 20, 40, 60, où on dit justement qu'à 20 ans, c'est le sentiment que vous aviez. On se sent tellement mal où on a envie de contenter tout le monde. On n'est pas soi-même. Et à partir de 40 ans, on se rend compte que, il y a des priorités et que mieux vaut vraiment savoir ce qui nous fait le plus grand plaisir pour se rendre à 60, compte à 60 ans que personne ne se foutait mal de votre vie. Mais vous voyez, entre les deux, vous aurez perdu 40 ans. Donc, pour moi, mieux vaut vivre ta vie en toute âme et conscience. Et moi, j'aime dire que, pour moi, j'ai deux juges. C'est mon Dieu, c'est ma conscience. Et justement, il y a une citation qui dit que ben, ce que les autres pensent de vous ne devrait pas peser plus lourd que l'aile du manche. Ma conscience, elle est tranquille et je suis tranquille. Là, c'est très intéressant ça. Et puis, c'est là aussi que je vois, tu sais, le point que toi, tu as amené, et puis le point aussi dont vous avez amené, l'influence que vous avez eue. Toi, tu en as parlé, en fait. Et puis, je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants, d'adultes, en fait, sont en train de guérir, même, en fait, c'est pas pour accuser certains parents, mais eux aussi, ils n'ont pas eu peut-être tu vois, cet espace justement pour travailler sur eux. Oui. Donc, ça devient un peu compliqué. Maintenant, moi, j'ai une sœur, par exemple. À un moment donné, je me disais, je sais que toi aussi tu as une sœur, je me disais que, ce que moi j'ai traversé, en fait, je ne veux pas que ma sœur traverse, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi le but aussi de notre podcast, en fait, de dire aux jeunes filles, à tout le monde, à tous les jeunes, en fait, que souvent, c'est comment même, en fait, là. Mais est-ce qu'il y a des outils, en fait, justement, parce qu'on ne veut pas que ces personnes-là aient à traverser tout ça. Ou est-ce que vous pensez que c'est inévitable? Est-ce qu'il y a des outils, en fait, que dès que tu es jeune, même si tu n'as pas mettons que tu n'as pas un bon environnement, toi, en tant que personne, est-ce qu'il y a des choses, je pense que je donne un exemple, vous avez parlé de lecture ou tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un jeune peut se lever aujourd'hui et puis dire, moi, j'en ai assez de me sentir pas assez. Je veux devenir confiante. Je veux devenir une femme, tu sais, qui a confiance en elle. Je veux devenir ma propre personne. Est-ce qu'il y a quelque part, on commence par où, en fait? Ah, c'est vrai. Ben, je comprends parfaitement ce que vous dites. Et encore une fois, on commence dans la première école. Et la première école reste la famille. Moi, j'ai grandi dans une famille où, comme je l'ai dit, il y a frères et sœurs, mais il n'y a jamais eu de privilège particulier pour les garçons par rapport aux filles. Je me rappelle quand nous étions enfants, le partage exactement. Moi, je faisais ce qui était censé être la d'homme, et mes frères faisaient ce qui était censé être des travaux de femme. C'est déjà ça. Mais j'ai envie de dire que oui. Oui, parce que les choses viennent souvent avec le temps. Et tout à l'heure, je partageais justement, j'étais en train d'échanger avec une jeune dame et je lui disais qu'il y a des instruments, il y a des outils et je ne voudrais pas faire forcément la publicité d'un livre, mais je voudrais encourager tout le monde à lire les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec. Parce que c'est là où on va apprendre que c'est une évidence, hein, de toute façon. Nous sommes le conditionnement de beaucoup de choses. Donc, finalement, on est le fruit de quelque chose. On l'a déjà dit. Ça impacte. Et nous prenons généralement tout ça pour de la vérité. Mais pour pouvoir nous en défaire et puis vivre notre vie, celle qui nous plaît le plus, c'est le premier accord dit qu'il faut que notre parole soit impeccable. Donc, ça revient à ce que je disais. Il faut mesurer le pouvoir des mots
et puis les utiliser pour construire, pour encourager, pas pour détruire. Tant que faire se peut, il faut que vraiment nous fassions attention. Chaque fois que nous voulons sortir un mot, que nous essayons d'analyser et de mesurer la portée que ces mots-là peuvent avoir sur la vie d'un individu. La deuxième chose dit qu'il faut faire en sorte que quand quelque chose arrive, il ne faut jamais le prendre personnellement. Vous êtes dans un environnement, un collègue, un ami, en tout cas une sœur, quelqu'un pose un acte ou dit une parole, il ne faut pas le prendre personnellement parce que ce que les autres disent ne vous concerne pas. Ça ne leur concerne que souvent, c'est ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur, c'est leur mal-être qu'ils expriment. Mais je crois que là où ça va être intéressant, c'est le troisième accord. Dans ce que vous dites, c'est ça que j'entends. C'est faire des suppositions. Et là, on va nous inviter à ne pas faire des suppositions. Parce que ce qui vous a fatigué, c'est d'avoir fait des suppositions. C'est le fait d'interpréter des actions, d'interpréter des actes, d'interpréter des paroles et de le comprendre tel que vous l'aviez voulu comprendre, sans aller à la source, sans le remettre dans son contexte, sans savoir si effectivement la chose, l'action ou la parole renvoie à ce que vous pensez. Et ce qui nous fatigue, ce n'est rien d'autre que le fait de faire des suppositions. Et c'est là où on va nous encourager à ne pas faire des suppositions et d'aller à la source, poser des questions pour comprendre. C'est vrai, la parole peut impacter, mais il faut savoir que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, nous n'avons pas la même perception des choses. Nous n'avons pas la même façon de nous exprimer, comme en Occident, comme aux États-Unis ici, où vous êtes. On est en Amérique du Nord, on est au Canada. Parce qu'en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Une mère qui aime son enfant, comment elle le traduit? Un enfant qui sort, il ne revient pas à la tombée de la nuit. Comment on se comporte quand vous arrivez? Ben, on va vous frapper, on va vous gronder. Mais sachez que derrière sa façon d'exprimer son amour, elle était inquiète quand vous n'étiez pas là. Elle avait peur que quelque chose vous arrive. Donc, quand vous arrivez, ben, sa première réaction, ça va être vraiment de s'énerver, de vous le traduire et peut-être même de vous frapper pour que vous ne le refassiez pas demain. Parce qu'elle était mal à l'aise. Elle avait peur pour vous. Elle vous aime. Voilà comment nous, on manifeste notre amour. Ailleurs, c'est pas comme ça. On va dire, mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas blessé, j'étais inquiète, je t'attendais, mon amour. Mais nous, on n'utilise pas forcément la même façon d'exprimer ce qu'on ressent. Sinon, je suis une mère, j'ai dépassé la cinquantaine. Je voudrais dire à tous les enfants, il n'y a pas une maman qui va porter un enfant pendant 9 mois et qui va le mettre au monde et qui ne l'aime pas. Sa façon d'exprimer son amour peut être différente. C'est différent d'une mère à l'autre. Mais sachez que tout ce qu'on fait, c'est dans l'objectif d'accompagner l'enfant à être quelqu'un, comme on dit, à être une grande dame demain, à être un grand homme demain, à pouvoir se défendre. Mais, généralement, c'est comme ça. Mais quand vous le prenez mal, parce que vous l'avez supposé autrement, c'est là où le problème se pose. Et comme vous n'allez pas aller à la source, vous ne posez pas de questions, voilà le problème que ça pose. Voilà. Et le parent, lui, il l'a fait de bonne foi. Et peut-être il l'a oublié. Et pendant ce temps, l'enfant est en train de souffrir à l'insu de la mère ou du père qui voulait simplement, qui a manifesté sa façon d'aimer son enfant par cette manière. C'est ça, c'est l'environnement, c'est le contexte, c'est l'histoire, voilà, c'est la culture. Donc, il y a un mélange de tout ça, forcément auquel on échappe. Donc, ce que je comprends, en fait, il faut que tu te dépouilles, en fait, de c'est tout ce que toi, tu fais. Un peu des suppositions, comme on a dit, j'étais pas assez intelligent, j'étais pas assez, c'est peut-être dans un contexte, tu avais une mauvaise note, des choses comme ça, toi, tu as appris, tu as internalisé. Mais oui, c'est sûr que, bon, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu ce cadre-là, mais
pour prévenir aussi, c'est comme maman disait au début, les parents, nous tous, nous, en fait, c'est nous aussi les futurs parents. On va essayer de faire mieux aussi. Donc, avant de passer au 4e accord Toltec, on va juste vous inviter à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si notre contenu vous intéresse, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de mettre des likes. Ça nous encourage énormément. Donc, on va juste rappeler brièvement les 3 premiers qu'on a déjà dit avant de passer vraiment au 4e. Et on va écouter maintenant. Merci. Premier, que ta parole soit impeccable. Autrement dit, utilisons les mots pour construire, pas pour détruire. Deuxièmement, il faut ne jamais en faire une affaire personnelle. Dans chaque situation que nous vivons, il ne faut pas qu'on le prenne personnellement, parce que là, ça rejoint ce qu'on appelle la gestion des émotions. Et troisièmement, il faut pas faire de suppositions. Je dirais que ce point, il est tellement important parce que tout ce qui nous fatigue, c'est parce que nous faisons tout le temps des films et des suppositions, des situations que nous vivons, des mots que nous entendons, alors que si nous prenions le courage de poser des questions pour comprendre, vous verrez que souvent, c'est très simple, ça éviterait beaucoup de conflits inutiles. Et le dernier, c'est toujours faire de son mieux, sachant que son mieux ne sera jamais toujours la même chose. Mais l'essentiel, c'est que dans le temps présent, en fonction des moyens de bord, en fonction des circonstances, passez toujours votre mieux. Si vous le faites ainsi, vous n'aurez pas de regrets, vous n'aurez pas de remords. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais renchérir sur le 3e point. Je pense que c'est là où le 3e point, c'est non, c'est ne pas faire c'est ça exactement. Parce que, bon, il y a eu un moment, justement, où on a eu un petit problème technique. On en a parlé un peu. C'est pour revenir au niveau des parents, là, tu sais. Les parents aussi, ils ont vécu des choses. Quand les parents, souvent, c'est nous aussi qui avons peur en Afrique. On se dit peut-être qu'il n'y a pas de communication. Mais si on se rapproche un peu d'eux aussi, connaître leurs histoires de vie, souvent aussi, ça va nous aider à comprendre leur perspective. Dans un des épisodes, justement, on en a parlé, Jeannette, où tu disais, les grands-parents, eux, ils étaient un peu dans la survie, en fait. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est vraiment que leurs enfants soient mieux qu'eux, peut-être même les mettre à l'école ou juste avoir à manger. Et puis ensuite, nous, nos parents, nous, eux aussi, ils ont fait de leur mieux pour nous, tu vois. Et puis nous aussi, on a d'autres défis, en fait. Mais c'est vraiment toutes ces générations-là, je pense que il y a du bon, on peut travailler ensemble et puis bon. Laisser aussi de côté tout ce qui n'est pas, comme maman l'a rappelé, c'est ça, on va travailler ensemble et tout. Donc, je pense qu'on pourrait aller aussi, on va parler des 4... oui, je voulais juste revenir sur le dernier accord Toltec, là, pour dire que, parce que souvent aussi, c'est souvent dans la position des gens peut-être qui auront été brimés ou qui auront subi des injustices. Comme tu dis, c'est la supposition, parce que je trouve que ces 2 points-là sont tellement importants pour se reconstruire ou pour aller même vers une meilleure version de ta personne même, en fait. Donc, pour des personnes qui, par exemple, ont été brimées ou qui ont subi des injustices, ou parce que souvent, les autres aussi qui font ne savent pas. Donc, c'est là où il ne faut pas faire de suppositions. Mais aussi, j'aime bien ce que maman dit parce que c'est le 4e, là, te permet, je pense, de prendre, c'est comme des données qui sont autour de toi, de fonctionner avec ce que tu as dans le moment et d'utiliser ce que tu as dans le moment, mais dans le bon sens. Ça veut dire au mieux que tu peux, tu utilises ce que tu as et ça veut dire, et tu fonctionnes avec ça. Donc, au fur et à mesure, je pense que ça aide en fait à, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment. Et puis, je trouve que c'est quelque chose vraiment que beaucoup peuvent adopter. Parce que souvent, on est dans des pensées pour des gens qui overthink ou qui pensent beaucoup. Souvent, tu peux être dans des pensées perdues. Et souvent, le poids même de ces pensées-là t'empêche même, en fait, c'est comme des bagages qui pèsent tellement, tu portes tellement de poids lourd que souvent, ça t'empêche. Mais pourtant, si tu laisses tomber ces trucs-là et puis tu te dis, bon, ok, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, au mieux que je peux. Et puis, je ne peux pas contrôler le futur.
je ne peux pas contrôler le genre, tout ce que je peux faire, c'est le présent. Passé, c'est vrai. C'est ça aussi, aller changer ça. Donc, bon, il faudrait juste me pomper sur ça. Mais je pense que les 4 outils qu'on va aborder justement, ça va nous donner aussi, ben, on parle d'outils, c'est ça. Ça va nous donner une perspective aussi sur comment on peut aujourd'hui commencer à utiliser en fait ces outils-là justement pour, je ne vais pas dire level up encore, mais Ouais, les 4 armes. oui, les 4 armes, pardon. Il y a 4 armes dont les femmes peuvent se servir pour aller de l'avant. Et il faut savoir que c'est des armes qui sont tirées aussi bien de la vie de femmes contemporaines que des femmes de l'histoire qui ont impacté le monde et qui ont su aller au-delà de leurs difficultés, qui ont su aller au-delà des épreuves souvent très douloureuses pour quand même avancer et puis laisser un héritage important à la génération actuelle. Et la première arme de ces 4 armes invisibles-là, c'est justement la vision. Parce qu'on dit qu'il y a pire cécité que de n'avoir pas Dieu ou de n'avoir pas de vue. C'est quelqu'un qui a des yeux mais qui n'a pas de vision. Et je crois que dans la Bible, il est dit que mon peuple périt par faute de connaissance ou de vision. Un pasteur nous disait hier par faute de vision. On peut le dire également ici. Quand vous ne savez pas où aller, c'est difficile. Et avec la vision, on peut tout faire. On dit qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas avoir une grande vie avec une petite vision. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, tous les progrès, tout en tout cas ce qui nous entoure, tous les grands progrès, toutes les grandes avancées partent d'une vision. Donc, en tant que femme, qu'on soit jeune ou moins jeune, la première chose, c'est vraiment d'avoir la vision. Où est-ce que je vais aller? Qui est-ce que je vais être? Sinon, difficile d'avancer quand on ne sait pas où on va. La deuxième arme, ça va être... Je ne veux pas vous couper, mais par exemple, la première arme, si on parle un peu de vision, qu'est-ce que je veux être? J'aimerais justement revenir sur justement la notion de femme, parce que ici, quand on parle de vision, souvent on a l'impression que être femme, c'est juste être mère, être une féministe, être ces choses-là, non? Est-ce que, justement, pour vous, la valeur de la femme, en fait, justement, on peut parler de valeur, est-ce qu'on peut, c'est la valeur intrinsèque, en fait, de la femme? Moi, je dirais que la femme, en dehors de son apparence, en dehors de son statut et de son sexe, elle a de la valeur intrinsèque. Parce que dès le départ, on a dit que quand Dieu a créé le monde, il s'est rendu compte qu'il fallait, après avoir créé un homme, il s'est rendu compte qu'il faut une femme à côté. Donc, pour moi, c'est les deux ensemble qui doivent bâtir le monde. Donc, pour moi, la femme, c'est pas une personne de seconde catégorie. Non. Dès le départ, elle a été voulue par Dieu pour être aux côtés de l'homme, pour l'accompagner, pour qu'ensemble, ils construisent donc le monde. Et vu de ce point de vue-là, il faut savoir que la femme est très punie, que ce soit dans la tradition, que ce soit dans les religions. La femme est un véritable pilier. Parce que sans femme, pas de génération épanouie. Sans femme, pas de génération forte. J'aime dire que, pour ma part, si je devais revenir, je reviendrai à nouveau femme. Parce que la femme, c'est la première éducatrice. Donc, elle est mère, elle est éducatrice, elle est conseillère, elle est bâtisseuse. C'est pour ça que une citation dit que la main qui berce le monde, c'est la même main qui gouverne le monde. C'est pour ça que nous dirons que ce que femme veut, Dieu veut. Et la femme, c'est justement la seconde moitié, l'autre moitié du ciel. Et je demande à tout le monde, y compris les hommes, d'imaginer un peu un monde sans femme. Qu'est-ce qu'il serait? Sans saveur. Il n'y aurait pas cette douceur pour calmer quand il y a des tensions. Il n'y aurait pas cette, pour apaiser cette douleur et cette douceur pour apaiser le monde. Et sans femme, il n'y aurait pas de monde. Parce que justement, j'ai dit que si Dieu a choisi la femme pour lui prendre sa sémence, c'est une grande responsabilité.
On vous confie une semence, vous la portez 9 mois, devient noire. Donc, on pourrait dire que les femmes, elles sont une merveille de Dieu. Sois fière d'être femme. Parce que sans femme, pas de vie. Sans femme, pas de monde. Et j'aime dire que le président, le ministre, le grand marabout, le grand savant, le prêtre, le pasteur, toutes ces personnes ont été portées par une femme. Elles ont été conseillées par des femmes, éduquées par des femmes. Donc, la femme est un pilier et toutes les femmes devraient être fières d'être des femmes parce que sans femme, tout simplement, pas un monde d'équilibre, pas un monde de paix, pas un monde avec de la saveur. Oui, ça, je suis fier d'être femme. Et demain, si je reviens, je m'incarnerai à nouveau en femme. Et c'est difficile de toper ça. Donc, oui, on pourrait passer au deuxième, deuxième point. Deuxième, là, on a vu la vision. Et la deuxième chose, c'est la foi. Il faut avoir la foi inébranlable à la source. D'autres diraient à Dieu, au Créateur. Donc, on l'appelle de différentes manières. Mais il faut avoir foi à cette sagesse infinie qui guide nos vies. Mais il faut également avoir foi en vous en tant que femme. Donc, c'est les deux branches de la foi. Avoir confiance en vous-même, avoir foi en votre potentiel, et puis avoir foi en votre Créateur. Parce que Dieu, il est sage, c'est le connaissant. Si vous êtes dans des situations actuelles qui vous inconfortent, que vous traversez, qui font que la vie n'est pas celle que vous voulez, c'est que faut savoir que Dieu n'est pas silencieux. On a souvent tendance, et là je fais un clin d'œil au livre de mon coach, rompre le silence de Dieu. Et Dieu nous parle. Mais est-ce que nous savons écouter? Est-ce que nous savons entendre? Parce que Dieu n'utilise pas des sons, il n'utilise pas les mêmes mots, les mêmes paroles que nous utilisons pour répondre à nos prières. Donc, Dieu répond toujours à nos prières, mais il faut que nous développions cette capacité à pouvoir écouter et voir dans quoi la réponse de Dieu se manifeste. Mais faites toujours confiance en Dieu, car il vous veut du bien. Si vous traversez une épreuve, c'est qu'il y a une sagesse, il y a un enseignement, il y a quelque chose dans cette épreuve-là pour que vous grandissiez, pour que vous développiez plus de compétences, pour que vous alliez de l'avant. Donc ça, c'est la foi. Et moi, ma foi, elle est inébranlable. Et la troisième, pour continuer, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle en tant que femme, elle est importante dans la vie de nos familles, dans la vie de la communauté, dans la vie de la société, parce que j'ai dit la femme est un pilier, elle est bâtisseuse de communauté. Et cette intelligence émotionnelle-là va faire qu'elle saura à quel moment dire, faire, quoi et comment. C'est cette intelligence émotionnelle-là qu'il faut avoir. Le discernement vous permet de savoir qu'on ne dit pas tout à tous, on ne dit pas la même chose à tout le monde, on ne dit pas ou on ne fait pas les choses de la même manière avec tout le monde. Et il y a des moments aussi qu'il faut savoir choisir pour faire certaines choses ou pas. Ça participe de l'intelligence émotionnelle. Quand il faut de la diplomatie, il faut de la diplomatie. Quand il faut autre chose, il faut savoir aussi discerner et puis aller avec ce qu'il faut pour le moment. Et la dernière arme, ça vaut aussi bien pour les femmes que pour tout le monde, c'est vraiment la résilience. Voilà, il faut savoir être résilient. Parce que quoi qu'on dise, la vie, c'est pas un parcours linéaire, non. On aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des détours. Mais d'un dans l'autre, c'est tout ça qui nous construit, c'est tout ça qui nous renforce, c'est tout ça qui nous permet de développer donc de nouvelles compétences, c'est tout ça qui nous rapproche progressivement de notre but, de notre mission, de notre vision. Et donc, il faut tomber, mais il faut se relever, parce qu'il n'y a pas de honte à tomber, mais il y a de la honte. À ne pas se relever, il y a de la honte, à ne pas persévérer et puis abandonner très tôt. Voilà.
ce que je peux dire sur les Qatar. Wow. Donc, pour résumer, je dirais il y a la vision, il y a la foi pour soi-même et la foi en Dieu. Ouais. Il y a l'intelligence émotionnelle. Et puis, en quatrième, il y a la résilience. Alors, moi, je voulais juste rebondir sur le troisième point assez rapidement. Vous allez parler de l'intelligence émotionnelle. Je trouve que c'est même un sujet que certains ne savent même pas que ça existe. Et pour ceux qui savent que ça existe, c'est difficile de souvent naviguer dans tout ça, en fait, pour, genre, dans tout ce, en fait, dans la vie même en général, même pour une femme, justement. Mais pour une femme, j'allais dire, peut-être que ma question sort un peu du lot, mais pour une femme qui a des enfants ou qui est mariée ou vraiment dans sa vie de famille, en fait, ce serait quoi, en fait, des outils ou des petits tips qu'elle pourrait utiliser justement pour travailler, justement, aller dans un processus où elle, elle commence à, peut-être que là je sors un peu du, mais aller vraiment dans un processus où tu travailles cette intelligence émotionnelle. Toi, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui ne sait même pas c'est quoi, ce serait quoi les outils pour, par exemple, pour quelqu'un qui est trop colérique ou bien qui rentre à la maison, tempête, ce serait des outils simples que tu pourrais, si vous pouviez, si vous avez. Déjà, apprendre à se connaître. Déjà, apprendre à se connaître. Vous avez dit, si on est colérique, oui. Il faut apprendre à savoir comment on réagit face aux situations et à débrancher ce que moi j'appelle le pilotage automatique. Autrement dit, il faut mettre une veille en place. Et j'aime dire que il faut faire en sorte que les gens ne te trouvent pas là où ils t'attendent. Là où les autres t'attendent, pour faire en sorte que les gens ne te trouvent pas là-bas. Mais ça passe vraiment par la connaissance de soi. Parce qu'on dit que le premier élément pour aller vers le changement, c'est une prise de conscience. Si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas comment tu réagis, comment tu agis, ça va être difficile de changer. Donc vraiment, l'autodiagnostic, la prise de conscience, la mise en place de veille et le fait de débrancher le pilotage automatique, c'est justement de faire attention pour ne pas tout le temps reproduire les mêmes schémas et de ne pas agir du type au tac. Autrement dit, prendre l'option de laisser tiédir les émotions, de les analyser à froid, de se poser un certain nombre de questions avant d'aller vers la réponse. Je dirais pour une femme, par exemple, déjà, avec ton mari, il faut savoir, par exemple, quand il y a des échanges, quel moment répondre, quel moment garder le silence. Quand simplement tu vides la frustration, il faut laisser passer le moment présent, attendre peut-être un peu, et puis poser de manière apaisée la situation à un moment où la tension est baissée. Utiliser une communication non violente, qui n'accuse pas, mais qui fait simplement ressortir le ressenti personnel qu'on a, et on verrait que ça va baisser beaucoup, ça va réguler beaucoup de choses dans la famille. Savoir à quel moment il faut observer. Moi, j'ai dit même par rapport à mon père, je savais à quel moment il fallait demander. Et ça, c'est de l'intelligence, parce que quand quelqu'un rentre la mine serrée, fatigué, stressé, et que toi, tu vas présenter une demande, mais ça ne va pas. Donc, même avec le mari, nos époux, ça devrait être comme ça. Il faut savoir à quel moment tu vas présenter, par exemple, une requête. Tu regardes le visage, tu regardes l'attitude, tu regardes, tu sais qu'il est heureux, tu sais qu'aujourd'hui, il te donnerait tout ce que tu demandes. Voilà, c'est un peu ça. S'il y a quelque chose que, justement, on doit retenir aujourd'hui, jeune femme, qu'est-ce que vous voulez peut-être que nos téléspectateurs
nos auditeurs retiennent en fait de cette conversation? Oui, pas simple de résumer ce que je voudrais, mais je voudrais déjà que les femmes aient confiance en elles-mêmes, qu'elles sachent qu'elles ont de la valeur, qu'elles sachent qu'elles ont du potentiel, qu'elles sachent que ce qu'elles vivent aujourd'hui ne détermine pas ce qu'elles vont vivre demain, qu'elles sachent qu'on n'a pas besoin que tout soit parfait pour commencer quelque chose, qu'elles sachent que, en tout cas, je vais dire, ni le passé ni le présent ne déterminent forcément l'avenir, parce que si on prend la vie comme un chemin, comme une trajectoire qu'on suit, il faut simplement savoir que on ne peut pas changer de vie du jour au lendemain. On ne peut pas changer de chemin du jour au lendemain. La destination, plutôt, on ne peut pas changer la destination du jour au lendemain. On peut changer la trajectoire. On peut dévier le chemin pour aller vers des choses plus importantes. Je dirais simplement qu'il faut que chacun essaie de connaître ses principes, ses valeurs et d'essayer de vivre aligné avec elle-même, de cultiver la paix intérieure. Pour moi, la paix intérieure est l'essentiel. Elle vaut plus que tout. Il faut comprendre le monde. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut savoir écouter. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir laisser passer. Mais il faut tout simplement vivre. Il faut savoir oser. Parce que le monde, n'attendons pas que le monde, on dit que le monde ne nous appelle pas. Le monde nous attend. La vie nous appartient. Allons-y. Et l'avenir sera meilleur. Merci beaucoup. Merci. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris de cette conversation aujourd'hui. Pareil, et honnêtement, c'était un bel échange pour passer vraiment du silence à l'influence. Nous vous invitons de regarder cet épisode et j'espère que vous apprendrez beaucoup aussi de cet échange comme nous aussi. Merci. Merci. Bye bye. Bye.